ORTM, Office de radio-télévision du Mali, il est 13h passé d'une minute à Bamako. Le journal Seydou Fomba. Bonjour. La journée mondiale de la liberté de la presse est ce vendredi 3 mai. C'est l'occasion de s'interroger sur le métier de journaliste. Pour parler de la situation relative à l'information, aujourd'hui ici au Mali, notre rédaction a joint quelqu'un qui s'y connaît si bien. Il s'agit de Gaussou Drabo. Nous l'entendrons en début de journal. Dialogue national inter et intra-religieux pour la paix et la cohésion sociale. Il s'agit pour les participants de s'atteler à cultiver le vivre ensemble comme l'on tente de le faire à Koulikoro. Les Tchadiens appelés aux urnes lundi pour élire leurs futurs dirigeants. La campagne électorale prend fin aujourd'hui. 10 candidats briquent la magistrature suprême. Sport football, l'actualité, c'est la 24e édition du championnat national de Ligue 1 et les demi-finales aller de l'Europa League jouées hier jeudi. Chronique du développement enfin, c'est de la campagne de la mangue que nous allons parler. La production de 2024 n'attendrait pas celle de l'année dernière. Nous expliquerons Soumaïla Laberté et son invité. Auditrices, auditeurs, bienvenue. C'est vendredi 3 mai, c'est la journée mondiale de la liberté de la presse et c'est l'occasion de faire l'état des lieux. Ici au Mali, on peut quelque part se réjouir de la prolifération des organes de presse écrite, radio et télévision. Pourtant, tout n'est pas rose, loin s'en faut, car en ce qui concerne la responsabilité du journaliste, en matière de traitement de l'information, on peut se poser pas mal de questions. Et selon les spécialistes Gaussou Drabo, le journaliste doit de nos jours tenir compte du fait que la population malienne est toujours à la recherche de l'information sur d'autres canaux, notamment les réseaux sociaux. Et les médias d'État doivent tout mettre en œuvre pour inverser la tendance. Gaussou Drabo est joint au téléphone par Ousmane Dao. La presse a des défis de plus en plus importants à relever parce que la conjoncture que nous traversons est une conjoncture difficile et que quand même les citoyens doivent bénéficier d'un droit à l'information. De faire bénéficier aux citoyens d'une information qui les tienne, disons, au courant de ce qui se passe d'important dans le pays. Donc ça exige plus de responsabilité des journalistes et également plus de professionnalisme. Donc il y a une exigence supplémentaire qui repose sur les journalistes maliens par rapport à des périodes où l'actualité était beaucoup plus calme. Vous avez été journaliste de terrain, directeur d'organes, directeur de publication, ministre de la Communication. Quel regard vous portez sur la liberté de la presse au Mali? La liberté de la presse au Mali, il y a la nécessité d'essayer de faire du mieux le métier qu'on exerce. Et on doit tenir compte du fait que, bon, à côté de l'information est devenue une denrée de plus en plus délicate à traiter. Et elle est traitée souvent par des éléments qui sont étrangers au métier de journaliste. Ce que la population attend des journalistes, c'est effectivement d'être peut-être son dernier recours pour la recherche d'une information fiable et aussi complète que possible. C'est ça qui fait notre responsabilité et c'est ça qui fait la complexité de la mission à accomplir. Je crois qu'il y a toujours un espace de responsabilité. Je reviens toujours sur le mot responsabilité. Un espace de responsabilité et un espace d'intelligence qu'on peut utiliser pour essayer de continuer à faire notre métier et à donner au moins les informations les plus importantes et à faire les commentaires les plus intelligents. En 2023, la Fondation Frédéric Ebert publie toujours un malimètre qui donne, disons, la situation sociale du pays, l'opinion nationale du Mali. Et sur le volet communication, on constate que, effectivement, les Maliens s'informent par les réseaux sociaux et par, disons, de manière informelle dans les conversations, mais en fin de compte, ils se retournent vers les médias
la confirmation de ce qu'ils ont appris dans les conversations ou bien à l'écoute des réseaux sociaux. On ne peut pas négliger cette exigence ultime du public et on doit trouver les moyens de dialoguer avec les responsables de l'information délicate pour dire qu'il y a un minimum qui peut être dit sans que ça nuise à l'impératif de sécurité et sans que ça pèse contre, disons, ceux qui ont accepté de se livrer. Gaussou Drabo était interrogé par Ousmane Daoum. Vous le savez donc déjà, aujourd'hui 3 mai, c'est la journée mondiale de la liberté de la presse. La rédaction de Mali Actualité s'est intéressée au professionnalisme dans ce secteur crucial. Il ressort que l'éthique et la déontologie, qui sont quelque part la colonne vertébrale du journalisme, sont relégués au second plan, sinon totalement ignorés par certains pratiquants. L'avènement d'Internet, qui a donc vu la naissance d'une nouvelle forme de journalisme, n'a fait qu'aggraver la situation. Les acteurs de la presse sont conscients de cette situation et travaillent pour inverser la tendance. Deux pistes sont soulevées, la formation académique et continue, mais surtout l'assainissement du secteur avec des textes législatifs. Voyons tout cela dans ces dossiers signés Bemba Sibi. Quand l'éthique et la déontologie sont foulées aux pieds, il ne reste plus du journalisme que son nom. Et c'est ce triste constat qui caractérise aujourd'hui la presse malienne. Les acteurs eux-mêmes ont conscience de cet état de fait. Mahamadou Maïga, journaliste à la radio Djekafo. Moi, je fais un peu de reproche aux différents directeurs des organes de presse ou des faîtières. C'est-à-dire quand on n'essaye pas de cadrer un peu le secteur, quand on essaye de recruter tout le monde, quand je dis tout le monde, prendre les gens de cette façon sans autant les mettre dans certaines conditions, c'est ce qui amène ça généralement. Yoro Sidibé, directeur de publication du journal Malikoura. Les problèmes de la presse sont connus par tout le monde. C'est l'anarchie d'abord. Beaucoup de domaines de la presse qui ne sont pas régis par l'État. Bandjougou Dante, président de la Maison de la Presse. Nous sommes avec une presse qui se fait de manière artisanale, il faut le dire. Et la professionnalisation fait gravement défaut malgré les efforts qui sont consentis. Mamoudou Bokoum, président de l'URTEL. D'abord, il y a le manque de formation professionnelle, mais aussi il y a le manque d'engagement de certains responsables pour recycler les hommes et les femmes qui animent ces médias-là. Modibo Fofana, président de Appel Mali. L'ère numérique où les médias classiques sont envahis par les nouveaux médias. Avec cette vague d'internautes et des réseaux sociaux, l'information est banalisée car les journalistes n'ont plus le monopole de l'information. Les nouveaux médias ont amené une nouvelle forme de consommation de l'information qu'on peut qualifier de tout en un. Avec un smartphone, l'auditeur, le téléspectateur et le lecteur ont accès à différents supports d'information via Internet. Internet dont l'avènement a amené une nouvelle forme de pratique du journalisme. Hassan Baba Djomele, directeur général de l'ORTM. Le journaliste, il suffit d'avoir un téléphone portable et puis voilà, on fait une publication, deux publications, on dit ah ouais, il y a un journaliste. C'est pas comme ça. Donc il est important vraiment de faire le tri. On avait, à travers la carte de presse, essayé quand même de mettre des garde-fous. C'est pas évident, parce qu'à ce niveau, il y a d'autres problèmes qui sont survenus. Mais aujourd'hui, je pense que c'est important de mettre les choses au clair pour que les frontières soient vraiment bien délimitées. Yoro Sidibé, directeur de publication du journal Malikoura. Nous sommes envahis par les réseaux sociaux. Celui qui a un trépied aujourd'hui, qui a un smartphone, c'est des journalistes. Bandjougou Dante, président de la Maison de la Presse. Aujourd'hui, nous souffrons énormément de la concurrence déloyale, du fait que les médias classiques sont quasiment abandonnés au profit des médias électroniques qui n'ont aucune contrainte et qui font toutes les activités que font les médias classiques. Modibo Fofana, président de Appel Mali. Maintenant, la question est de savoir, est-ce qu'on doit redéfinir la presse? À mon avis, non. On doit faire ce qu'on appelle aujourd'hui le journalisme de qualité. Pour faire le journalisme de qualité, il faut être un professionnel. Car l'information est banale,
chacun de nous avec son smartphone peut donner l'information. La banalisation de l'information, une situation dont pâtit d'abord le public. Pourtant, les médias classiques essaient de s'adapter en investissant le web avec des sites et pages sur les différentes plateformes, histoire de grappiller des parts de marché sur le terrain des acteurs de ces nouveaux médias. Mais pour ce qui est de la qualité du traitement de l'information qui fait défaut, les acteurs s'accordent sur 2 points: la formation académique et continue et l'assainissement du secteur. Hassan Baba Diombele, directeur général de l'ORTM. Il est important pour nous, responsables des médias publics, mais responsables des médias tout court, d'insister sur le professionnalisme. C'est le professionnalisme qui va donner plus de valeur au travail que nous sommes en train de faire tous les jours. Et à l'ORTM, nous insistons beaucoup là-dessus. Nous mettons un accent particulier sur la mise à niveau, sur la formation. Tous les mercredis, désormais, ici à l'ORTM, vous avez une école, des heures de cours d'apprentissage qui lie la théorie à la pratique. Modibo Fofana, président de Appel Mali. Pour la professionnalisation, franchement, il faut aujourd'hui aller, il faut que les journalistes soient très rigoureux. On doit former les journalistes, de les former et même essayer de revenir même aux fondamentaux du journalisme. Mamoudou Bokoum, président de l'URTEL. Il est donc nécessaire aujourd'hui de faire face à cette question criarde relative à la formation pour que ce secteur puisse être assaini. Yoro Sidibé, directeur de publication du journal Malikoura. Dans n'importe quelle profession, il faut la formation continue. Parce que les choses évoluent, il faut évoluer aussi avec. Bandjougou Dante, président de la Maison de la Presse. Les acteurs du secteur et tous ceux qui sont concernés ont fait des travaux remarquables de propositions de lois et de décrets qui doivent permettre cet assainissement du secteur. Malheureusement, chaque année nous parlons de la même chose. Les meilleurs textes sont proposés, mais ces textes ne sont pas adoptés, comme si l'on souhaite être toujours dans le désordre. Déjà qu'au Mali, la liberté d'expression et de presse s'est caractérisée par l'abondance des sources d'information, avec près d'une quarantaine de télévisions, 70 sites d'information, 250 publications et plus de 400 radios. Mali Actualité, 13h13. L'actualité nationale suit le dialogue national inter et intra-religieux pour la paix et la cohésion sociale poursuit son petit bonhomme de chemin. L'étape de Koulikoro s'inscrit dans la même dynamique que les étapes précédentes. Il s'agit pour les initiateurs de cultiver les vivre ensemble. À Koulikoro, nous avons joint Adama Traoré. Après les étapes de Ségou, Sikasso et Kaï, le dialogue national inter- et intra-religieux pour la paix et la cohésion sociale s'installe à Koulikoro et c'est durant des jours. Cette quatrième étape du processus du dialogue avec l'ensemble des confessions religieuses de la capitale de Méguétan se veut une démarche pour garantir la paix, la stabilité et le vivre ensemble malgré les oppositions de croyances et de religions. Abdraman Traoré, directeur pays de l'ONG Chief for Common Ground. Dans une communauté de vie, nous pouvons avoir des différences, de plusieurs ordres d'ailleurs, y compris sur le plan religieux. Mais nous devons surmonter, accepter ces dernières et agir sur notre intérêt commun qui est le vivre ensemble. Cette initiative du ministère des Affaires religieuses, du culte et des coutumes, en collaboration avec l'ONG Chief of Common Ground, a pour but de renforcer les capacités des acteurs religieux afin de lutter contre l'extrémisme violent, le terrorisme. Dr Daniel Tira, secrétaire général de la cellule de lutte contre l'extrémisme violent. Pour que les citoyens ressentent un lien fort avec leur nation et leurs concitoyens, il faut des initiatives de leadership intentionnelles et l'adoption des programmes visant à promouvoir l'unité nationale et la cohésion sociale dans un pays. Mahamadou Kone, ministre des Affaires religieuses, du culte et des coutumes. Pas pour vous enseigner, mais pour échanger entre nous, voir les tenants et les aboutissants par rapport à comment on doit encore davantage faire pour que cette cohésion soit maintenue et pour que la quiétude de notre pays soit une réalité. À l'issue des 2 jours de travaux, les recommandations qui seront formulées permettront de garantir la paix sociale dans la 10e région.
Cérémonie de remise de matériel aux bénéficiaires des appuis de financement du Danemark, des appuis qui vont permettre à ces hommes et femmes de Bamako, Kati et Ségou d'être plus résilients face aux effets du changement climatique et de renforcer leurs activités économiques. Compte rendu Awa Adama Koulibaly. Au total, ce sont 10 entreprises féminines, 40 groupements et 30 jeunes filles, soit 3 974 personnes, touchées par ce fonds du Danemark consacré au développement de l'entrepreneuriat féminin. Ils ont été équipés en kits solaires, kits d'entretien de matériel solaire et de production de biens et services, 15 pompes solaires d'irrigation des espaces de production agricole, entre autres. Touré Aminatou Abdou Saleh, directrice générale de la société Sahel en fusion. Les kits solaires sont devenus excessivement chers. Les PME ont du mal à accéder à ces kits. Donc c'est vraiment une bouffée d'oxygène. Kadja Chienta, piscicultrice à Ségou. J'ai reçu des poissons et des sacs d'aliments pour poissons. Cela va m'aider énormément. Sago Sidibé, déplacé interne. Nous avons reçu des sacs de tourteaux pour nos bœufs. Quand on va bien réussir cette embouche, nous pourrons en acheter d'autres. Ces kits de soutien offerts s'inscrivent dans le cadre du mandat d'appui à l'autonomisation économique des femmes, l'un des 4 piliers du programme Pays 2024 de l'ONU Femmes Mali, qui n'est qu'à sa phase pilote. Arsène Assandé, représentant adjoint de l'ONU Femmes Mali. À partir de cet exemple pilote, je pense que nous allons travailler à mobiliser plus de ressources pour accompagner ces entreprises féminines qui jouent un rôle fondamental dans l'autonomisation socio-économique des femmes au niveau du Mali. Le Mali, c'est 49,7% de femmes et donc tout processus de développement qui se veut durable doit prendre en compte les besoins spécifiques de ces femmes-là. L'ONU Femmes Mali, à travers son guichet unique de promotion des entreprises féminines Women Business Center, travaille en étroite collaboration avec l'Agence de promotion des investissements afin de créer un environnement sain et propice au développement d'une paix durable pour et par les femmes. La bonne nouvelle est tombée ce vendredi. Le carrosse d'or du cinéaste malien Souleymane Cissé a été retrouvé à son domicile dans une armoire emballée dans un sachet noir suite à des fouilles, disons. Le carrosse d'or qui avait disparu il y a quelques jours a subi quelques dégâts. Une partie du fer s'étant cassée. Selon Souleymane Cissé, le malfaiteur a eu certainement peur et est revenu déposer les trophées. C'est donc un ouf de soulagement pour les réalisateurs qui remercient tout le peuple malien pour son soutien. Pour rappel, ce carrosse d'or est l'un des plus grandes distinctions que le cinéaste a reçu il y a de cela un an. Souleymane Cissé est au micro d'Almouzer Alkami Sayatara. Le carrosse se trouvait, il est venu déposer dans le truc, mais ils avaient commencé déjà à casser. Vraiment, c'est un grand soulagement, le fait de retrouver ce carrosse. Je suis très comblé et très touché. C'est la raison pour laquelle ce matin, je tenais à vous informer qu'on a retrouvé le carrosse et de remercier l'ensemble de la population qui m'a aidé avec cette pression de mobilisation pour qu'on puisse, des ministres, vraiment tout le monde s'est mobilisé, et surtout le ministre de la Culture et de la Communication, ils ont tout fait pour que ce carrosse puisse être retrouvé, et on l'a retrouvé, Dieu merci. Non, ça a été dérobé, c'est pas une disparition, parce qu'une disparition, on peut dire, bon, c'est avec l'âge, il a déposé ça quelque part, mais non. J'avais le carrosse et je l'avais bien à côté de moi, je dormais avec ça presque. Nous sommes donc tous très contents pour Souleymane Cissé. Mon actualité, il est 13h passé de 20 minutes.
Actualité hors du Mali, les Tchadiens sont appelés aux urnes lundi prochain pour élire leur futur dirigeant 3 ans après la disparition d'Idriss Déby Itno et c'est là pour clore la période de transition. La campagne électorale doit clôturer aujourd'hui même. En fin de journée, 10 candidats sont en lice pour cette course à la magistrature suprême. Un scrutin dominé par un duel au sommet entre le président de la transition, le général Mahamat Idriss Déby, qui dirige d'ailleurs le pays depuis avril 2021, et son premier ministre Succès Masra. Cet affrontement inédit entre ces deux hommes fait couler beaucoup d'encre. Le général de 40 ans s'était d'abord engagé à rendre le pouvoir au civil à l'issue d'une transition de 18 mois avant de prolonger cette période puis de se lancer finalement dans la course. 9 autres candidats sont en liste, dont l'ancien premier ministre Albert Pahimi Padaké, ainsi que la ministre de l'Enseignement supérieur Lydie Beasemda, la seule femme candidate à cette élection présidentielle. Au Togo, les résultats des élections législatives et régionales du lundi dernier tombent au compte-gouttes. Les partis au pouvoir, l'Union pour la République unie, est annoncé en tête et se félicite de ses scores, tandis que l'opposition dénonce des malversations. Particulièrement, la dynamique pour la majorité du peuple DMP continue de dénoncer les malversations qui ont caractérisé, selon elle, le scrutin. S'il y a des fraudes, donc, les instances compétentes feront leur travail, a déclaré le tout nouveau conseiller politique du président de la République chargé de stratégie politique, Pascal Boudjona. Au Niger, une campagne de vaccination pour lutter contre l'épidémie de méningite a été lancée hier à Niamey. Depuis mi-mars, plus de 2000 cas, dont 123 mortels, ont été recensés dans le pays. Le Niger connaît des épidémies tous les ans, mais leur intensité est variable. L'Organisation mondiale de la santé estime que le nombre de cas de méningite augmente vite actuellement au Niger, avec une hausse de 50% par rapport à l'an dernier et un taux de létalité de 6%. L'objectif de l'OMS et de ses partenaires est de vacciner 900 000 personnes âgées de 1 à 19 ans au Niger. Le patron de l'Africom, le général du corps des Marines américaines, Michael Langley, est à Cotonou, au Bénin, depuis hier pour une visite de 2 jours. Depuis 2021, année des premières attaques terroristes qui ont frappé les pays, la coopération militaire entre le Bénin et les États-Unis s'est renforcée. 2 rencontres figurent à l'agenda du général Langley. Il doit d'abord rencontrer le chef d'état-major béninois des armées avant d'avoir une audience avec le président Patrice Talon. Une audience prévue cet après-midi. Devant la presse, le commandant de l'Africom a annoncé que les États-Unis vont renforcer les capacités opérationnelles des forces armées béninoises pour contrer la menace terroriste. Les États-Unis, en termes de soutien, appuient l'armée béninoise dans les domaines du renseignement, la formation et procèdent à des dons d'équipement. L'actualité sportive dominée ce vendredi par le basketball avec la 8e journée du championnat national de première division qui donne son coup d'envoi ce vendredi. Le programme prévoit 3 rencontres au Palais des Sports Salamatou Maïga. L'actualité, c'est forcément le football aussi, avec en Europe les demi-finales allées de l'Europa League qui se sont jouées hier. Et sur le plan national, le championnat national de Ligue 1 boucle sa 24e journée ce soir au stade Mamadou Konaté. Une 24e journée marquée par la défaite du leader, le Djoliba, 1-0 face à l'AS Real. Voici le résumé de l'actualité sportive avec Isaac Chen. Football, la 24e journée du championnat national de Ligue 1 prend fin ce soir avec le duel ATS de Koro Afrique Football Elite à 18h30. Et un peu plus tôt, à 16h30, les Blancs de Bamako s'expliqueront avec le club olympique de Bamako. Hier après-midi, les Rouges de Bamako, leaders, ont été battus par les Scorpions de l'AS Real 1-0. Le second match du jour a vu la victoire du Big FC devant l'AS Bakaridjan de Barouli 3-0. Autre résultat enregistré au cours de cette journée. L'US Bougouba s'est imposé 1-0 face à l'ASCO. 1-1, c'est le score de la rencontre entre 11 créateurs de Nyarela et Black Star de Badalabougou.
L'AS Police a perdu 1-0 contre l'US Bougouni. Et enfin, Akita, le Sekita n'a pas résisté devant l'USFAS battu 2-1. En Europe, demi-finale allée de la Ligue Europa, Marseille a considéré le nul 1-1 à domicile face à Atalanta Bergame. C'était hier soir. Clairement dominé avant la pause, les Marseillais se sont montrés bien plus qu'entreprenants ensuite. Dans l'autre demi-finale allée de la Ligue Europa, le Bayer Leverkusen a pris une sérieuse option pour la qualification en finale. Le champion d'Allemagne s'est imposé sur le terrain de la Roma 2-0. Les matchs de retour se joueront jeudi prochain. Basketball, la 8e journée de championnat de première division donne son coup d'envoi ce vendredi. Ça commence à partir de 15h avec la rencontre AS Police USFAS chez les hommes. Cette rencontre sera suivie de AS Police USFAS en dames. AS Mandé bouclera la soirée toujours en dames. Les rencontres auront lieu au Palais des Sports Salamatou Maïga. Suite fin demain. L'ASL jouera contre l'AS Commune 1 en messieurs. Ensuite, Calaban Sport sera opposé au Sabané de Bako en dames. Attaque Club de Kidal défiera le Sabané de Bako en messieurs. Akaï, le Sigui de Kaï jouera contre le centre de référence de Tombouctou en hommes. Et enfin, à Kulkuro, le centre Binou Dambélé sera face au Djoliba en dames. Rappelons qu'après cette journée chez les hommes, le Sabané de Bako est en tête avec 14 points, suivi de l'AS Real de Bako 13 points. En bas du tableau, on retrouve l'AS Commune 1 et l'AS Real avec respectivement 8 points et 7 points. Du côté des dames, l'AS Real de Bako occupe la première place avec 15 points, suivi de Djoliba 14 points. Le centre Binou Dambélé et Calaban Sport sont dans la zone rouge avec 9 points chacun. Rappelons que cette 8e journée marque la phase de retour de ce championnat. Athlétisme. La Fédération kenyaine d'athlétisme a communiqué déjà la liste des athlètes hommes et femmes retenus pour disputer le marathon des Jeux Olympiques de Paris, ultime étape après l'annonce de plusieurs présélections ces derniers mois. Sans aucune surprise, le double tenant du titre olympique, Eliud Kipchoge, 39 ans, fait partie du trio retenu côté masculin. Il sera accompagné de Benson Kipruto, vainqueur du marathon de Tokyo depuis mars, et d'Alexander Mouyao, vainqueur du marathon de Londres il y a quelques semaines. Chez les femmes, la tenante du titre, Pares Jepchichi, 30 ans, visera le doublé à Paris, et les deux autres sélectionnés sont Brigitte Kosgei en argent lors des Jeux Olympiques de Tokyo et Hélène Obiri, récente vainqueur du marathon de Boston. Chronique du développement. Dans la chronique du développement de ce vendredi, c'est d'un fruit que nous allons en parler, la mangue. Vous le savez, la campagne de la mangue bat son plein actuellement au Mali, une campagne qui va généralement de mars à juin. Cette année, la production n'atteindra pas celle de 2023 qui était d'environ 24 000 tonnes. Cette baisse de production s'explique en grande partie par les réchauffements climatiques. En chiffres, la filière mangue apporte annuellement à l'économie nationale environ 200 milliards de francs CFA. Le détail dans ce numéro de la chronique du développement, une réalisation de Soumaïla Bété avec le concours de Moustapha Doumbia de l'ORTM Sikasso. La campagne 2024 de collecte et de commercialisation de la mangue se déroule sous le signe de la résilience. Résilience face aux difficiles conditions imposées par le réchauffement climatique. Des difficultés qui ont amené les responsables de la filière à revoir à la baisse les objectifs de production. Mokhtar Fofana est le président de l'interprofession de la filière mangue. La campagne 2024 se présente timidement. Il faut reconnaître que la production n'a pas été vraiment bonne cette année. Il y a eu une bonne floraison au départ, mais par la suite, avec la forte chaleur, nous avons perdu beaucoup de fleurs. Les manguiers n'ont pas bien donné. On était ambitieux. L'objectif, c'était de pouvoir aller à plus de 50 jusqu'à 100 000 tonnes de mangue. Exportables de mangue aussi qu'on pourrait transformer. Mais compte tenu de la mauvaise production, l'objectif ne sera pas atteint. Malgré la baisse de la production, l'essentiel de la mangue du Mali produite cette année sera exporté vers l'Afrique du Nord et l'Europe. Les quantités cumulées exportées vers ces deux destinations avoisinent les 40 000 tonnes par an. Il y a deux zones importantes, le marché européen et le marché maghrébien, surtout le Maroc. Le marché européen, on tourne entre 10 000 et 15 000 tonnes de mangue. Sur le marché marocain, c'est un peu plus.
compte tenu du mois de Ramadan au Maroc, une quantité importante de mangues sont allées d'ailleurs. Plus de 500 tonnes déjà de mangues qui ont été exportées sur le Maroc, de mars à maintenant. Parallèlement, il y a une quantité de mangue qui est transformée sur place. Si ce volet est encore timide, les responsables de la filière et leurs partenaires, dont l'État, sont conscients de la nécessité de doter le pays de grandes unités de transformation de la mangue. Mokhtar Fofana, président de l'interprofession de la filière mangue. La transformation, vraiment, c'est ce qu'on veut. Et on est en train de travailler sur ça pour trouver tous les moyens, réunir toutes les conditions possibles pour faire une bonne transformation de la mangue, non seulement pour le marché local, et aussi pour le marché international. C'est vrai, il y a des technologies, mais il faut que ces technologies soient adoptées à nos réalités aussi. Il faut que l'affaire soit rentable. Et les machines qu'on utilise ne doivent pas être coûteuses pour qu'on puisse amortir un peu les investissements. Mais on est en train de travailler et j'espère que dans les années à venir, très prochainement, vous allez voir des jus de mangue partout sur le marché malien. Voilà une perspective qui enchante les Maliens de façon générale. Transformer la mangue du Mali sur place pour créer de la valeur ajoutée, mais aussi et surtout inciter à consommer les Made in Mali. Prochain rendez-vous avec Osmaïla Berté vendredi prochain. Et c'est tout pour ce journal qui vous a été présenté par Seydou Fomba avec la complicité technique d'Absi Traoré, mise en ligne Sekou Traoré, réalisation de Baba Diarra, les tout coordonné par Ousmane Dao, le jeune sage. Merci de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous avec l'actualité 19h30. Restez à l'écoute dans un instant. Kanikita sera là pour la rubrique des avis et communiqués.